Révolte et révolution. La révolution des principes tue Dieu dans la personne de son représentant. La révolution du XXe siècle tue ce qui reste de Dieu dans les principes eux-mêmes et consacre le nihilisme historique. Quelles que soient ensuite les voies empruntées par ce nihilisme, dès l'instant où il veut créer dans le siècle, hors de toute règle morale, il bâtit le temple de César. Choisir l'histoire et elle seule, c'est choisir le nihilisme contre les enseignements de la révolte elle-même. Ceux qui se ruent dans l'histoire au nom de l'irrationnel, criant qu'elle n'a aucun sens, rencontrent la servitude et la terreur et débouchent dans l'univers concentrationnaire. Ceux qui s'y lancent en prêchant sa rationalité absolue rencontrent servitude et terreur et débouchent dans l'univers concentrationnaire. Le fascisme veut instaurer l'avènement du surhomme nietzschéen. Il découvre aussitôt que Dieu, s'il existe, est peut-être ceci ou cela, mais d'abord le maître de la mort. Si l'homme veut se faire Dieu, il s'arroge le droit de vie ou de mort sur les autres. Fabricant de cadavres et de sous-hommes, il est sous-homme lui-même, et non pas Dieu, mais serviteur ignoble de la mort. La résolution rationnelle veut de son côté réaliser l'homme total de Marx. La logique de l'histoire, à partir du moment où elle est acceptée totalement, l'amène peu à peu contre sa passion la plus haute à mutiler l'homme de plus en plus et à se transformer elle-même en crime objectif. Il n'est pas juste d'identifier les fins du fascisme et du communisme russe. Le premier figure l'exaltation du bourreau par le bourreau lui-même, le second, plus dramatique, l'exaltation du bourreau par les victimes. Le premier n'a jamais rêvé de libérer tout l'homme, mais seulement d'en libérer quelques-uns en subjuguant les autres. Le second, dans son principe le plus profond, vise à libérer tous les hommes en les asservissant tous provisoirement. Il faut lui reconnaître la grandeur de l'intention. Mais il est juste, au contraire, d'identifier leurs moyens avec le cynisme politique qu'ils ont puisé tous deux à la même source, le nihilisme moral. Tout s'est passé comme si les descendants de Stirner et de Netchaïev utilisaient les descendants de Kaliaïev et de Proudhon. Les nihilistes aujourd'hui sont sur les trônes. Les pensées qui prétendent mener notre monde au nom de la révolution sont devenues en réalité des idéologies de consentement, non de révolte. Voilà pourquoi notre temps est celui des techniques privées et publiques d'anéantissement. La révolution, obéissant au nihilisme, s'est retournée en effet contre ses origines révoltées. L'homme qui haïssait la mort et le dieu de la mort, qui désespéré de la survivance personnelle, a voulu se délivrer dans l'immortalité de l'espèce. Mais tant que le groupe ne domine pas le monde, tant que l'espèce n'y règne pas, il faut encore mourir. Le temps presse alors, la persuasion demande le loisir, l'amitié une construction sans fin. La terreur reste dans le plus court chemin de l'immortalité. Mais ces extrêmes perversions crient en même temps la nostalgie de la valeur révoltée primitive. La révolution contemporaine qui prétend nier toute valeur est déjà en elle-même un jugement de valeur. L'homme, par elle, veut régner. Mais pourquoi régner si rien n'a de sens ? Pourquoi l'immortalité si la phase de la vie est affreuse ? Il n'y a pas de pensée absolument nihiliste, sinon peut-être dans le suicide, pas plus qu'il n'y a de matérialisme absolu. La destruction de l'homme affirme encore l'homme. La terreur et les camps de concentration sont les moyens extrêmes que l'homme utilise pour échapper à la solitude. La soif d'unité doit se réaliser, même dans la fosse commune. S'ils tuent des hommes, c'est qu'ils refusent la condition mortelle et veulent l'immortalité pour tous. Ils se tuent alors d'une certaine manière, mais ils prouvent en même temps qu'ils ne peuvent se passer de l'homme. Ils assouvissent une affreuse fin de fraternité. La créature doit avoir une joie et quand elle n'a pas de joie, il faut une créature. Ceux qui refusent la souffrance d'être et de mourir veulent alors dominer. La solitude, c'est le pouvoir, dit Sade. Le pouvoir aujourd'hui, pour des milliers de solitaires, parce qu'il signifie la souffrance de l'autre, avoue le besoin de l'autre. La terreur est l'hommage que des haineux solitaires finissent par rendre à la fraternité des hommes. Mais le nihilisme, s'il n'est pas, essaie d'être, et cela suffit à déserter le monde. Cette fureur a donné à notre temps son visage repoussant. La terreur de l'humanisme est devenue cette Europe très inhumaine. Mais ce temps est le nôtre et commence le renier. Si notre histoire est notre enfer, nous ne saurions en détourner la face. Cette horreur ne peut être éludée, mais assumée pour être dépassée par ceux-là même qui l'ont vécue dans la lucidité, non par ceux qui, l'ayant provoquée, se croient en droit de prononcer le jugement. Une telle plante n'a pu jaillir en effet que sur un épais terreau d'iniquité accumulée. Dans l'extrémité d'une lutte à mort où la folie du siècle mêle indistinctement les hommes, l'ennemi reste le frère ennemi.
Même dénoncé dans ses erreurs, il ne peut être ni méprisé ni haï. Le malheur est aujourd'hui la partie commune, le seul royaume terrestre qui ait répondu à la promesse. La nostalgie du repos et de la paix doit elle-même être repoussée. Elle coïncide avec l'acceptation de l'iniquité. Ceux qui pleurent après les sociétés heureuses qu'ils rencontrent dans l'histoire avouent ce qu'ils désirent, non pas l'allègement de la misère, mais son silence. Que ce temps soit loué au contraire où la misère crie et retarde le sommeil des rassasiés. Mestre parlait déjà du sermon terrible que la Révolution prêchait au roi. Elle la prêche aujourd'hui et de façon plus urgente encore aux élites déshonorées de ce temps. Il faut attendre ce sermon. Dans toute parole et dans tout acte, fût-il criminel, gît la promesse d'une valeur qu'il nous faut chercher et mettre au jour. L'avenir ne peut se prévoir et il se peut que la renaissance soit impossible. Quoique la dialectique historique soit fausse et criminelle, le monde, après tout, peut se réaliser dans le crime, suivant une idée fausse. Simplement, cette sorte de résignation est refusée ici. Il faut parier pour la renaissance. Il ne nous reste plus d'ailleurs qu'à renaître ou à mourir. Si nous sommes à ce moment où la révolte parvient à sa contradiction la plus extrême en se niant elle-même, elle est alors contrainte de périr avec le monde qu'elle a suscité ou de retrouver une fidélité et un nouvel élan. Avant d'aller plus loin, il faut au moins mettre au clair une contradiction. Elle n'est pas bien définie lorsqu'on dit, comme nos existentialistes par exemple, qu'il y a progrès de la révolte à la révolution et que la révolte n'est rien s'il n'est pas révolutionnaire. La contradiction est en réalité plus serrée. Le révolutionnaire est en même temps révolté, ou alors il n'est plus révolutionnaire, mais policier et fonctionnaire qui se tournent contre la révolte. Mais s'il est révolté, il finit par se dresser contre la révolution. Si bien qu'il n'y a pas progrès d'une attitude à l'autre, mais simultanéité et contradiction sans cesse croissantes. Tout révolutionnaire finit en oppresseur ou en hérétique. Dans l'univers purement historique qu'elles ont choisi, révolte et révolution débouchent dans le même dilemme, ou la police, ou la folie. À ce niveau, la seule histoire n'offre donc aucune fécondité, elle n'est pas source de valeur, mais encore de nihilisme. Peut-on créer du moins la valeur contre l'histoire sur le seul plan de la réflexion éternelle ? Cela revient à ratifier l'injustice historique et la mémoire des hommes. Cela revient à justifier l'injustice historique et la misère des hommes. La calomnie de ce monde ramène au nihilisme que Nietzsche a défini. La pensée qui se forme avec la seule histoire, comme celle qui se tourne contre toute histoire, enlève à l'homme le moyen ou la raison de vivre. La première le pousse à l'extrême d'échéance du pourquoi vivre, la seconde au comment vivre. L'histoire nécessaire, non suffisante, n'est donc qu'une cause occasionnelle. Elle n'est pas absence de valeur, ni la valeur elle-même, ni même le matériau de la valeur. Elle est l'occasion parmi d'autres où l'homme peut éprouver l'existence encore confuse d'une valeur qui lui sert à juger, l'histoire. La révolte elle-même nous en a fait la promesse. La révolution absolue supposait en effet l'absolue plasticité de la nature humaine, sa réduction possible à l'état de force historique. Mais la révolte est, dans l'homme, le refus d'être traité en chose et d'être réduit à la simple histoire. Elle est l'affirmation d'une nature commune à tous les hommes qui échappe au monde de la puissance. L'histoire, certainement, est l'une des limites de l'homme. En un sens, le révolutionnaire a raison. Mais l'histoire, dans sa révolte, pose à son tour une limite à l'histoire. À cette limite naît la promesse d'une valeur. C'est la naissance de cette valeur que la révolution césarienne combat aujourd'hui implacablement parce qu'elle figure sa vraie défaite et l'obligation pour elle de renoncer à ses principes. Aujourd'hui, en 1950 et provisoirement, le sort du monde ne se joue pas, comme il paraît, dans la lutte entre la production bourgeoise et la production révolutionnaire. Leurs fins seront les mêmes. Elle se joue entre les forces de la révolte et celles de la révolution césarienne. La révolution triomphante doit faire la preuve par ses polices, ses procès et ses excommunications qu'il n'y a pas de nature humaine. La révolte humiliée par ses contradictions, ses souffrances, ses défaites renouvelées et sa fierté inlassable doit donner son contenu de douleur et d'espoir à cette nature. « Je me révolte donc nous sommes », disait l'esclave. La révolte métaphysique ajoutait alors le « nous sommes seuls » dont nous vivons encore aujourd'hui. Mais si nous sommes seuls, sous le ciel vide, si donc il faut mourir à jamais, comment pouvons-nous être réellement ? La révolte métaphysique tentait alors de faire de l'être avec du paraître, après quoi les pensées purement historiques sont venues dire qu'être c'était faire. Nous n'étions pas, mais devions être par tous les moyens. Notre révolution est une tentative pour conquérir un être neuf, pour le faire hors de toute règle morale. C'est pourquoi elle se condamne à ne vivre que pour l'histoire et, dans la terreur, l'homme n'est rien. Selon elle, s'il n'obtient pas dans l'histoire de gré ou de force le consentement unanime.
À ce point précis, la limite est dépassée. La révolte est trahie, d'abord et logiquement assassinée, ensuite, car elle n'a jamais affirmé dans son mouvement le plus dur que l'existence d'une limite, justement, est l'être divisé que nous sommes. Elle n'est pas à l'origine la négation totale de tout être. Au contraire, elle dit en même temps oui et non. Elle est le refus d'une part de l'existence au nom d'une autre part qu'elle exalte. Plus cette exaltation est profonde, plus implacable est le refus. Ensuite, lorsque dans le vertige et la fureur, la révolte passe au tout ou rien, à la négation de tout être et de toute nature humaine, elle se renie à cet endroit. La négation totale justifie seule le projet d'une totalité à conquérir. Mais l'affirmation d'une limite, d'une dignité et d'une beauté commune aux hommes n'entraîne que la nécessité d'étendre cette valeur à tous et à tout, et de marcher vers l'unité sans renier les origines. En ce sens, la révolte dans son authenticité première ne justifie aucune pensée purement historique. La revendication de la révolte est l'unité. La revendication de la révolution historique, la totalité. La première part du non appuyée sur un oui, la seconde part de la négation absolue et se condamne à toutes les servitudes pour fabriquer un oui rejeté à l'extrémité du temps. L'une est créatrice, l'autre nihiliste. La première est vouée à créer pour être de plus en plus, la seconde forcée de produire pour nier de mieux en mieux. La révolution historique s'oblige à faire toujours dans l'espoir, sans cesse déçu d'être un jour. Même le consentement unanime ne suffira pas à créer l'être. Obéissez, disait Frédéric le Grand à ces sujets, mais en mourant, je suis là de régner sur des esclaves. Pour échapper à cet absurde destin, la révolution est et sera condamnée à renoncer à ses propres principes, au nihilisme et à la valeur purement historique, pour retrouver la source créatrice de la révolte. La révolution, pour être créatrice, ne peut se passer d'une règle morale ou métaphysique qui équilibre le délire historique. Elle n'a sans doute qu'un mépris justifié pour la morale formelle et mystificatrice qu'elle trouve dans la société bourgeoise. Mais sa folie a été d'étendre ce mépris à toute revendication morale. À ses origines mêmes, et dans ses élans les plus profonds, se trouve une règle qui n'est pas formelle et qui pourtant peut lui servir de guide. La révolte, en effet, lui dit et lui dira de plus en plus haut qu'il faut essayer de faire, non pour commencer d'être un jour aux yeux d'un monde réduit au consentement, mais en fonction de cet être obscur qui se découvre déjà dans le mouvement d'insurrection. Cette règle n'est ni formelle ni soumise à l'histoire, c'est ce que nous pourrons préciser en la découvrant à l'état pur dans la création artistique. Notons seulement auparavant qu'au « je me révolte donc nous sommes », au « nous sommes seuls » de la révolte métaphysique, la révolte aux prises avec l'histoire ajoute qu'au lieu de tuer et mourir pour produire l'être que nous ne sommes pas, nous avons à vivre et faire vivre pour créer ce que nous sommes.